Bonjour et bienvenue, ici Nat et Lorraine et vous écoutez le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à la médecine traditionnelle indienne. Un vendredi sur deux, nous recevons des invités inspirants pour aborder des thématiques variées autour du bien-être et de la santé au naturel. Notre objectif est de rendre l'Ayurveda accessible à tous, alors si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez approfondir les bases de l'Ayurveda ou l'alimentation ayurvédique, vous pouvez vous procurer les packs du sommet de l'Ayurveda sur notre site podcast-ayurveda.com. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast Ayurveda, nous souhaitions aborder une notion qui nous parle à toutes et à tous, plus ou moins, celle du couple. Certaines personnes souhaitent à tout prix être en couple, d'autres s'en affranchissent totalement car se sentent mieux toutes seules. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de couple ? Quels sont les enjeux sur nous, en tant qu'individus ? Et qu'est-ce que l'Ayurveda peut nous dire sur le couple ? Nous recevons Frédérique Waldener, éducatrice de santé et thérapeute corporelle en Ayurveda, pour échanger sur les relations de couple. Bonne écoute. Bonjour Frédérique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le podcast Ayurveda. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas et qui sont là pour t'écouter aujourd'hui ? Oui, pas de souci, merci. Alors du coup, moi je suis Frédérique, j'ai 29 ans et j'ai commencé l'Ayurveda quand j'avais 21 ans. Voilà, parce que c'est une discipline que j'ai toujours un petit peu connue grâce à ma mère notamment et qui me passionne beaucoup, notamment avec les massages et l'idée des éléments de la nature qui nous constituent. Donc voilà, après mon bac, je suis partie vite travailler en restauration pour gagner de l'argent et m'offrir les formations. Et voilà, et après, je me suis vite installée aussi pour pratiquer et puis voilà, gagner en expérience. Et là, aujourd'hui, voilà, je suis installée dans le Jura pour le moment. Je vis de l'Ayurveda et voilà, j'ai à cœur de partager et puis et de creuser, je pense, de plus en plus l'aspect psychologique que l'Ayurveda peut aider à comprendre et à apaiser, surtout, parce que c'est des notions que je retrouve beaucoup avec mes clients. Donc voilà, je me suis proposée pour faire un podcast sur les relations de couple. Sujet qui voilà, nous touche tous à un moment donné dans nos vies. Donc, je me suis dit que c'était pertinent et surtout, ça me passionne. Et moi-même, je traverse forcément cette expérience-là. Donc, voilà, je me suis dit que c'était le moment de partager un petit retour sur expérience et essayer d'amener un peu de lumière et aussi proposer aux personnes une autre manière de voir voilà, ce sujet-là. Ouais, tu as bien fait de nous contacter et puis en plus on a beaucoup aimé cette particularité que tu as, enfin qui est presque une particularité maintenant, c'est qu'en fait tu as démarré l'Ayurveda, enfin ton début de carrière professionnelle c'est l'Ayurveda. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des praticiens tu sais qui sont en reconversion en fait, qui découvrent l'Ayurveda sur le tard et toi bah, c'est ta première, on va dire, ta première carrière entre guillemets donc on a beaucoup aimé ça. Et quand tu nous as proposé le sujet du couple, on a beaucoup aimé aussi. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, pourquoi ce sujet-là, il te tient à cœur particulièrement ? Et oui, parce que déjà, comme je vous ai dit, c'est ce que j'observe énormément chez les personnes dans, pas l'origine, mais une des causes finalement de nos souffrances ou de nos bonheurs. Donc, il y a quelque chose là derrière que je trouve d'essentiel. L'Ayurveda, elle cherche toujours à revenir à la source en fait de chaque chose pour pouvoir les comprendre et pouvoir les équilibrer. Donc moi, j'ai l'impression que c'est une grande origine de beaucoup, beaucoup de choses. Et aussi parce que du coup, dans mon expérience personnelle, je vécu une histoire qui est très, très intense, qui se vit encore en ce moment. Et avec voilà, l'écoute de mes clients, des amis, de gens souvent plus âgés, parce que comme vous disiez, dans les formations, c'est plutôt des profils de personnes ayant 40, 50, 60 ans qui retournent à eux après une première carrière.
Et finalement, l'idée du couple, l'expérience du couple, des enfants, du plaisir, du partage, de la connaissance de soi, est au cœur en fait de ces choix de vie et de ces personnes. Donc voilà, je me suis dit que j'allais creuser ce sujet-là et moi-même le vivant, en faire part voilà, à d'autres. Voilà, parce que il y a aussi des notions qui reviennent beaucoup, comme l'infidélité, comme le plaisir, comme la quête spirituelle, personnelle, comme les expériences transcendantes également, où on a une grande recherche de connexion. Et du coup, c'est des choses qui bouleversent les personnes dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leurs schémas. Et quelque part qui font souffrir aussi énormément. Et du coup, l'Ayurveda, elle a été aussi créée pour enlever un peu la cause de toute souffrance, ou essayer de les comprendre. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait se pencher sur ce sujet-là et essayer un peu de mettre en lumière finalement ce que ça nous apprenait et pourquoi on y passait tous finalement quelque part. Donc voilà, j'avais un petit peu exposer mon histoire personnelle. Voilà, c'est pas pour parler de moi, je le fais pas avec mes clients. Là, c'est le podcast, mais c'est pour poser un peu le décor et que les personnes comprennent en fait pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi j'estime que je peux dire avoir connu des choses que des personnes connaissent parfois à 40, 50 ou 60 ans. Et ensuite, vous donner, quelle lumière l'Ayurveda a permis de faire sur ces moments et ces expériences. Et ensuite, quelles pratiques qui ne sont pas forcément de l'Ayurveda, mais je trouve que c'est le nom qui change seulement, parce que tout est finalement assez semblable et peut se retrouver dans l'Ayurveda. Mais voilà, quelles autres pratiques il existe pour aider à faire le tri, à s'apaiser ou à construire en fait et à co-construire ensemble aussi. Voilà. Super, écoute, on a hâte de cet échange avec toi. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est le couple selon toi ? Oui, alors là où j'en suis aujourd'hui, je me dis que le couple, c'est avant tout un apprentissage pour être en couple avec soi-même, en fait. Parce que finalement, il y a une sorte de première accroche, plus ou moins intense, suivant qui on est et ce que l'on ressent. Et la personne que l'on rencontre, c'est pas d'intensité pareille, identique, mais néanmoins, il y a une force là derrière. Et ensuite, après, il y a tout ce que ça soulève et ce que ça nous fait découvrir de nous-mêmes. Et ce que l'on peut projeter finalement sur l'autre ou ce que l'autre nous apporte, comment il nous construit et comment il nous déconstruit aussi. Et du coup, aujourd'hui, j'aurais envie de dire qu'être en couple, c'est surtout apprendre à être en couple avec soi-même pour des échanges harmonieux et des relations apaisées. Où voilà, où on ne projette pas, où on essaye de ne pas rentrer en conflit parce que finalement l'autre ne satisfait pas des sortes de besoins inconscients mais extrêmement présents, extrêmement puissants et qui nous bouleversent beaucoup. Donc voilà, pour moi c'est ça, être en couple aujourd'hui. Ouais, tu parlais d'être en couple avec soi, c'est déjà pas évident. Alors pourquoi est-ce qu'on se met en couple avec quelqu'un d'autre finalement ? Ça complexifie, qu'est-ce que tu en penses ? Et oui. Comme je vous disais, des fois, il y a des choses qu'on ne choisit pas dans un premier lieu, que ce soit un coup de foudre, par exemple, comme ce qui a pu m'arriver, quelque chose qui vous transcende, où vous voyez l'autre personne et d'un coup, c'est une évidence, peu importe l'âge, peu importe l'origine, peu importe le moment, en fait, elle devient omnipotente, omniprésente. Et du coup, ça nous dépasse, en fait. Donc, c'est quelque chose de très intense. Donc, c'est une des raisons à pourquoi on peut se mettre en couple ou se retrouver en couple, c'est qu'on est frappé comme un coup, comme la foudre, par quelque chose. Mais il y a aussi d'autres schémas, d'autres manières d'arriver à là, comme une rencontre, une fluidité, quelque chose qui se passe bien, où on se sent compris, où on se sent relié, où on se sent bien avec l'autre personne. Et du coup, ça en dit long sur notre besoin et sur ce besoin en fait de se sentir relié à quelqu'un ou quelque chose.
Donc voilà, moi je pense que ce sont les raisons qui font que l'on se met en couple, que je vois en majorité. Après, il commence à se soulever d'autres aussi, des besoins d'enfants parfois aussi, plus généralement chez les femmes, mais aussi chez les hommes. J'ai pu aussi l'observer. Donc, certains hommes avaient des grandes frustrations à ne pas être en couple et à désirer un enfant. Donc ça peut aussi physiologiquement être une des raisons qui motive cette relation. Donc voilà, je pense que les raisons, elles sont très diverses dans l'apparence, mais que dans le fond, il y a ce besoin de reliance, de connexion, de création, d'être à deux et de devenir un, finalement. Donc, il y a là un joli paradoxe et un bel équilibre aussi, qui représente bien ce que l'on retrouve dans nos vies et ce que l'on retrouve avec l'Ayurveda, avec l'explication de l'origine du monde, avec la Samkhya dans l'Ayurveda. Voilà. Après, c'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas cette même recherche, ce même besoin. Comment t'expliquerais qu'il y ait certaines personnes qui, elles, ne souhaitent pas du tout être en couple, justement, ne recherchent pas du tout cette relation? Ça dépend alors de chaque individu. Moi, j'ai pas rencontré tous les profils. Pour les personnes que je connaisse qui ne souhaitent pas être en couple, j'observe qu'il y a une grande blessure d'une expérience qui a été vécue à un moment donné. Et j'ai pas l'impression jusqu'ici d'avoir rencontré de personnes n'ayant pas ressenti de sentiments amoureux ou de désir d'une relation jusque-là. Donc là, je lance un peu quelque chose d'hasardeux. Appel à témoignage. Voilà. C'est que mon expérience. Mais pour moi, à chaque fois, l'être humain recherche une reliance. Et si elle n'est pas avec un autre être humain, alors elle se déporte. Je connais des personnes qui sont très attachées à leurs animaux de compagnie, à leur travail, à leurs plantes, au jardin. Il m'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui me disait être en couple avec les plantes qu'il cultivait finalement, et que c'était aussi beaucoup plus simple pour lui. Donc j'ai l'impression que derrière cette non-relation, il y a souvent quand même des peurs, souvent des blessures fortes. Et là, il est du libre arbitre de chacun de décider de vouloir s'en occuper, vouloir y creuser ou pas, et de trouver une solution pour être bien et se sentir relié, quoi qu'il en soit. Exactement. Et oui, c'est vrai que le couple, ça peut être une source d'épanouissement ou de frustration ou de plein de choses. Finalement, qu'est-ce que dit l'Ayurveda sur le couple? Alors, l'Ayurveda, elle dit plusieurs choses de ce que j'ai compris jusque-là. Après, j'ai pas tout lu, pas tout expérimenté, évidemment. J'essaye de faire de mon mieux là-dessus. Mais il y a surtout la notion avec l'Ayurveda des doshas, donc des humeurs biologiques qui nous constituent, et donc des qualités que l'on va avoir naturellement et qui vont teinter forcément notre relation de couple. Et une personne de type air, éther, vata, n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes recherches qu'une personne de type kapha ou de type pitta. Donc déjà, l'Ayurveda, elle dit de se connaître soi-même. C'est la base pour pouvoir vivre en harmonie et être en bonne santé. Et après, l'autre point, là, c'est dans la Samkhya, c'est qu'il y a dans l'origine des temps et du temps, finalement, cette grande unité, Purusha, qui s'ennuie de lui-même dans la légende et qui, conscient de lui-même, ne peut pas s'auto-expérimenter lui-même. Donc impulse un mouvement à l'intérieur pour créer une division, créer une sorte de dualité et ainsi pouvoir en fait constater sa propre existence, finalement la mettre en relief. Et je trouve que ce point-là est très très intéressant et super important parce qu'il permet de prendre beaucoup de recul si on peut faire le chemin, si on est ouvert à cette idée-là évidemment. Mais si on prend de la hauteur, on se rend compte que dans la nature, les choses, elles s'unissent et se désunissent tout le temps, en se mettant en rapport les unes par rapport aux autres. Et donc, il y a là derrière une physiologie, une chimie, une alchimie qui nous dépasse, dont on provient, et qui nous guide, en fait, malgré nous, qui nous pousse. donc d'un point de vue ayurvédique, l'idée est déjà de travailler à se mettre en paix avec ça, d'accepter. Un grand travail d'acceptation que de savoir qu'on a ses besoins
et qu'on les observe partout et qu'on peut décider à un moment donné de se dire non, je suis très autonome ou je suis totalement bien à deux pour toujours. On peut mentalement le décider, le vouloir et voilà, faire des efforts, faire tout plein d'actions là-dessus, mais qu'il y a aussi une loi d'union et de dissociation dans la nature à tout moment et que ça, c'est assez important à garder à l'esprit. Donc voilà, en tout cas, pour l'Ayurveda, pour les bases. Après, comme je le disais, pour moi, connaître sa prakriti, connaître ses vikriti, son histoire de naissance, celle de ses parents. Aussi, je trouve de plus en plus celle des grands-parents, qui vient soulever la question de qu'est-ce que l'on porte finalement, de notre famille, d'où proviennent notre bagage, et qu'on peut encore observer si on a la chance de les avoir encore vivants. Et ben, je trouve que ça aide énormément aussi à comprendre certains schémas, à comprendre certaines actions, certaines réactions que l'on a facilement. Et à ce moment-là, du coup, ça vient rentrer en cohésion avec la loi du karma, avec la loi des actions. Finalement, on dégage des choses, notre famille, les personnes qui nous engendrent dégagent des énergies, sont les héritiers d'autres énergies qu'on observe et que l'on retransmet et qui se reproduisent. Et là aussi, on observe un cycle un peu indépendant à nous-mêmes que l'on expérimente, des fois que l'on subit, des fois avec lequel on joue, avec lequel on surfe dessus. Et du coup, ça aussi, c'est une notion que je trouve essentielle et importante à comprendre et aussi à accepter pour se mettre en paix et en stabilité à l'intérieur, dans notre relation ou dans nos non-relations, et surtout avec soi-même. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil justement pour des personnes qui peut-être sentent qu'il y a un héritage familial des parents ou des grands-parents ou même avant et qui jouent sur leur vie aujourd'hui et même leurs relations en fait au quotidien, que ce soit relations sociales ou même relations de couple puisque c'est notre sujet du jour. Comment on peut découvrir ça, mettre ça en lumière? Est-ce que tu as des conseils sur ça quand les personnes ne sont plus là ou par exemple on a coupé les ponts avec sa famille donc on ne peut pas spécialement aller les interroger et ça c'est compliqué parce qu'on sent qu'on a des blessures mais on n'a pas les réponses. Et oui. Et ben, pour rester dans l'Ayurveda, le Jyotish, je trouve, aide énormément là-dessus parce que donc c'est un Jyotishien qui va vous faire votre thème astral ayurvédique et qui va pouvoir expliquer les influences de planètes à votre naissance, en tout cas moi pour l'expérience que j'ai vécue, et aussi mettre en lumière peut-être des dettes que l'on porte ou des qualités que l'on porte de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère ou de lignées encore plus loin et qui mettent aussi en parallèle les forces qu'il y a au sein des sociétés humaines, le patriarcat, après par la suite plutôt influence féminine qui commence à se soulever, un ordre finalement un peu cosmique, un ordre des planètes qui va permettre d'expliquer, qui va permettre de mettre des mots sur ces forces qu'il y a au fond de nous et qui nous explique finalement qu'est-ce qui nous compose malgré nous. Donc moi je conseille parfois le Jyotish aux personnes parce que je trouve que c'est une expérience qui est assez bouleversante aussi, qui vient vous parler un peu au tréfonds de l'âme et qui vous met des mots, qui vous révèle des choses sur ce que vous savez quelque part inconsciemment mais qui n'a jamais pu être nommé ou fait le chemin seul parce que trop vaste, trop complexe ou des fois trop fort. Donc voilà, en tout cas pour l'Ayurveda, ce que je conseille parfois. Et sinon, j'ai aussi beaucoup entendu parler. Pour le coup, là, moi, je n'ai pas expérimenté. Ce sont des connaissances. Mais les constellations familiales, les constellations de groupe, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça avec sa famille. Pas forcément, des fois, c'est trop dur. Mais rien qu'un groupe va permettre de révéler en fait les positionnements que l'on a et finalement les qualités psychologiques que l'on porte ou les blessures psychologiques que l'on porte. Et ça permet en fait finalement de faire encore une fois cette lumière sur soi et d'avoir un outil pour prendre du recul quand on est dans le bouillon parfois et qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe de cette manière-là. Donc voilà en tout cas pour les deux
les deux types un peu d'outils que moi je conseille souvent. Et ce qui touche vraiment cette histoire de passé, après, si on est ouvert avec sa famille, avec ses parents, avec ses grands-parents, c'est d'en parler, tout simplement, d'aller poser des questions. On se rend compte qu'aujourd'hui, la parole s'ouvre, je trouve, de plus en plus, ce qui est très très chouette. Mais elle a longtemps été fermée au sein des familles. C'était pas évident de se confier, de demander même les rencontres des parents, les rencontres des grands-parents, ce qui s'est passé, quelles épreuves ils ont vécues, quels succès ils ont eus, qu'est-ce qui ont fait qu'ils se sont sentis reliés. Et je trouve que encourager les personnes à aller vers ce genre de discussion ouvre un très bel endroit de confidence et de lien en famille aussi. Pas toujours facile, hein. On ne se lance pas dans une randonnée tranquille avec terrain plat. Hein. Il faut quand même souvent être conscient de ça. Mais mon Dieu, c'est vraiment top après. Quand on a réussi à échanger là-dessus et qu'on ressent le pourquoi du comment. Et finalement, encore une fois, j'insiste pas mal, mais on se rend compte de ce qu'on porte malgré soi et qu'on n'arrivait pas à nommer à l'intérieur. Pourquoi ce besoin de sauver ou ce besoin de protéger ou parfois aussi ce besoin de se plaindre aussi, ou d'être peureux, ou d'être triste. Ah bah oui, mais ta grand-mère, elle a vécu ci ou ça, elle a toujours subi ça, donc ça a été sa carapace, son refuge, et dans l'embryon, elle l'a passé, et ta maman l'a eu, et on revoit un petit peu le schéma avec le papa, et on dit, ah ok, d'accord, bon bah, et moi dans mon couple, comment ça se passe? Le voilà. donc voilà, ça permet de prendre du recul là-dessus et après de vouloir progresser, sortir de ce schéma-là. Donc voilà, ce que je conseille en tout cas. Merci beaucoup pour tous ces outils. Tu as parlé notamment du Jyotish. Alors pour les auditeurs qui veulent découvrir la discipline de l'astrologie védique, on avait enregistré 2 épisodes à ce sujet. Il y avait l'épisode 29 avec Raphaël Kalef et puis l'épisode 83 avec Justine. Donc pour ceux qui veulent aller écouter tout ça, voilà. Et tu nous disais aussi que le couple, c'est un peu un miroir en fait des émotions qu'on a en tant qu'individu, et puis ça peut nous permettre aussi de progresser. Finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que le couple apporte en tant qu'individu finalement? Eh ben, comme tu dis, un miroir très clair et très direct, surtout si on vit ensemble au quotidien, de ce qui nous gêne, de ce qui nous réussit, de ce dont on a besoin, de ce dont on a envie. Donc voilà, si on peut encore une fois avoir toujours ce prisme de se regarder un peu derrière et de pas foncer tête baissée dans ce besoin d'avoir la maison nickel et l'autre n'y arrive pas. Et qu'est-ce que ça veut dire sur nous, ce besoin de propreté ou de contrôle ou de perfection dans la maison. Bon, bah, si on peut prendre le recul, ça permet de mettre en lumière plein de choses. Peut-être sur notre enfance, peut-être sur la relation qu'on a avec nos parents, peut-être sur ce que nous ont demandé nos professeurs à l'école, sur toutes ces choses-là. Quoi d'autre? Les exemples, ils sont tellement nombreux en fait sur quel miroir nous renvoie l'autre. Je pense que c'est bien de parler du fait que des fois le miroir il est trop brillant, trop clair, et que ce qu'on voit de nous est tellement déplaisant que que c'est pas facile à accepter et qu'à ce moment-là on veut faire payer à l'autre ce reflet. et là moi là je conseille plus que vivement à moi-même et à tout le monde de s'isoler et de laisser un peu l'autre tranquille à ce moment-là pour ne pas envenimer des situations où on n'a pas le fond finalement. On n'est pas apte à parler du fond, on n'est pas apte à parler de notre jalousie, on n'est pas apte à parler de nos rythmes de vie qui ne sont pas les mêmes, on n'est pas apte à parler des problèmes avec les enfants, de ces moments-là où c'est tellement difficile qu'il vaut mieux un petit peu prendre de la distance et aller souffler et aller se mettre avec soi-même, en couple avec soi-même, et s'aimer et se pardonner de peut-être ce manquement, de peut-être cette trop grande exigence, de cette attente, voilà, de toutes ces raisons qui font que d'un coup l'image de l'autre n'est pas supportable parce que c'est la nôtre finalement. Et voilà aussi du fait que si on peut partager ça avec son compagnon,
l'échanger, que l'autre sait laisser du temps à la personne d'en venir là et de pouvoir aller s'exprimer sur soi, parce que c'est un instant de vulnérabilité qui est immense, et que si on cultive justement ce respect de l'autre, ce respect de cette vulnérabilité, qu'on se met les oreilles, les écoutilles bien ouvertes en fait à ce que tout soit à peu près possible d'entendre, et ben à ce moment-là, ça crée des sentiments de connexion et justement d'harmonie et de bien-être en soi qui sont immenses et qui donnent après beaucoup de force pour être, même pour être seul, même pour être autonome. Si à un moment donné, la relation ne doit plus, si à un moment donné, il y a un éloignement pour le travail, pour quoi que ce soit, pour une raison X ou Y. Ne pas se sentir perdu sans l'autre, déboussolé, ne plus savoir quoi faire, ne plus avoir de reflet finalement. Et ben voilà, avoir fait tout ce travail en amont, ça permet d'être bien en soi, et quand on est moins bien en soi, de connaître un chemin pour y aller et se mettre en paix. Et donc finalement, toujours revenir en relation avec soi et après pouvoir offrir ce qu'on a de meilleur avec l'autre. Ouais, voilà. Au final, j'ai l'impression qu'on fait toujours les choses à l'envers en fait. On se met en couple pour pouvoir mieux se connaître et peut-être se guérir de certaines blessures ou avancer dans la vie, évoluer, alors qu'il faudrait faire ça avant. Qu'est-ce qui fait qu'on se met en couple pour arriver à faire ça? Alors là, le sujet, il est vaste. Moi, je me dis souvent, parce que c'est peut-être un peu facile et un peu vrai aussi, mais qu'on n'est pas éduqué à déjà s'occuper de soi. On doit toujours s'occuper des autres, de quel métier tu vas faire, qu'est-ce que tu vas apporter à la société, quel est ton projet de vie, quelles sont tes bonnes notes. Là, je repars au lycée, au collège, vraiment à l'enfance même. On est élevé dans quelque chose de très compétitif, où c'est en dualité avec l'autre. Donc forcément, toute notre énergie, elle est dirigée sur l'autre. Et sur soi, c'est uniquement ou souvent beaucoup d'exigences ou de repli, si on voit qu'on ne peut pas satisfaire cette grande exigence. Donc là, je pense que éducativement parlant, il y a un boulot qui est immense, que beaucoup de gens sont en train de commencer à faire. Donc déjà que je trouve vraiment, vraiment super. Et après, pourquoi est-ce qu'on se met en couple avant de s'occuper sur soi? Moi, pour répondre très honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a des fois un petit peu de facilité, un petit peu de lâcheté personnelle, où s'occuper de soi tout seul, c'est douloureux. On fait face à sa solitude, on fait face à ses propres limites, et on n'a personne à qui en parler, ou qui est incriminé, ou qui peut nous aider, ou nous consoler, nous faire un câlin quand on n'y arrive pas. Donc voilà, des fois, c'est aussi c'est quelque part plus dur et plus facile d'être avec quelqu'un d'autre pour faire ça. Voilà, après, je trouve que peut-être que tous les chemins se valent, oui, c'est ça, se valent. Et puis qu'on peut toujours faire le choix, même en couple, des fois, de dire, OK, je reviens que à moi, et je travaille que sur moi. Et à ce moment-là, voilà, on n'est plus connecté de la même manière. Et je trouve ça aussi très intéressant pour justement mettre en lumière tous ces schémas sociétaux qu'on nous met du couple qui doit être harmonieux, parfait, jouissif, beau, connecté à tous les plans. Voilà, idéalement dans des âges similaires, avec des projets similaires. Et ça, c'est un modèle finalement qu'on nous montre un peu partout, qu'on nous divulgue aussi beaucoup dans les contes, beaucoup dans les comédies romantiques, enfin dans les comédies ou drames d'ailleurs, romantiques. Et je pense que ce serait important aussi que là, du point de vue des dessins animés, du point de vue des films, il y a encore plus de sujets produits sur notre diversité et qui serait différent de ce modèle couple binaire parfait, idéal, qui se rencontre sur tous les points. Qu'en fait, il y a peut-être d'autres schémas, il y en a même d'autres, et que ce qui nous fait souvent souffrir, c'est de ne pas correspondre au schéma général. Et ça, c'est déjà
un grand travail d'en prendre conscience et de s'accepter comme ça et de pouvoir en parler, se sentir bien librement avec ça. Et voilà, c'est... Oui, je crois que le plus important, c'est de trouver sa place et d'être bien, en fait, tout simplement, de manière individuelle et en couple, hein, comme tu le disais. Et comment est-ce que l'Ayurveda peut nous aider là-dessus, peut-être sur l'hygiène de vie ayurvédique? Est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent d'évoluer en tant qu'individu et aussi d'évoluer dans le couple? Oui, tout à fait. L'hygiène un peu basique ayurvédique, hein, de pureté, de qualité d'aliments, de qualité de lieu de vie, de qualité de relations amicales, familiales, permet déjà d'être mieux outillé pour faire face à soi-même et à ce qu'on va rencontrer. Je trouve beaucoup plus facile de retrouver du calme quand on a accès à une petite rivière ou à une forêt ou à des arbres que quand on est en pleine ville dans le bruit et l'agitation. C'est la définition des doshas, de ce qu'ils influencent, de ces humeurs de mouvement, de colère, de rapidité, ou de cohésion, de stagnation. Voilà, regarder les qualités qu'on a autour de soi et équilibrer pour avoir un peu de contraire ou du même, si c'est bon pour nous. Et ensuite, moi, je préconise beaucoup l'automassage, qui est une forme d'amour envers soi-même, de s'apporter du liant, de prendre acte et forme de son corps, de son humeur, des tensions qu'il y a à l'intérieur, de vraiment prendre ce temps-là. Ça permet de se poser. Et puis après, il y a tout l'effet du massage, hein. La peau, c'est le plus grand organe du corps. Il est en lien direct avec notre système nerveux. Et donc, notre monde émotionnel n'est pas loin là-dessous. Donc, pour s'apaiser, pour s'apporter vraiment du confort et de l'amour, je trouve que c'est très, très, très utile. Ayurveda le préconise tous les jours pour les Vata, tous les 2-3 jours pour les Pitta, toutes les semaines pour les Kapha. Après, chacun fait comme il peut, mais même quelques articulations un peu massées, sa petite huile sur le visage, sur les cheveux, se sentir beau, se sentir bien, ça aide à être bien finalement avec ce qu'on va traverser. Et aussi, moi j'ai trouvé que tout ce qui était pranayama, respiration, aidait énormément. Évidemment, il faut prendre le temps, il faut décrocher 2 minutes de Facebook ou d'Instagram ou de la cigarette ou je ne sais quoi, ou de son travail. Et prendre ce vrai temps-là pour, ok, je fais 10 respirations de la narine gauche, je fais 10 de la narine droite, il n'y a pas besoin d'en faire 4 heures, juste de prendre des petits temps. Et je prends souvent ce parallèle-là avec la cigarette ou avec les réseaux sociaux, où on trouve tout le temps 3 minutes pour aller zioter ou pour aller fumer. Mais on ne se donne pas 3 minutes juste pour respirer, boire un petit verre d'eau. donc voilà, il y a des actions toutes simples qui peuvent être faites, mais il faut les faire. Là, c'est une histoire de prise de conscience et de responsabilité de soi et d'acter ce moment-là. Et puis, bon, voilà, si on ne peut pas et que glander tranquillement sur Facebook, ça nous plaît à ce moment-là, bon, c'est OK. Mais la respiration, ce que ça ouvre, ce que ça apporte comme véhicule d'énergie, de prana, ce que ça détend à l'intérieur, ça reste quelque chose de très fort. Donc, même si ça paraît rien comme action, donc voilà, je conseille fortement ça. Voilà pour les astuces de l'hygiène de vie ayurvédique. Après, il y en aurait beaucoup d'autres. Comme je vous ai dit, la qualité de ce que l'on consomme va influencer directement notre psychologie et notre physique. Donc, pouvoir faire ce choix-là aussi d'aliments sains, d'aliments bio, même le jardiner, s'ancrer à la terre, regarder ce que l'on pousse, leur apporter du contentement, voir qu'on est fier de ce qu'on a réussi à faire. On est déjà nourri par avance et on reçoit là une nourriture plus subtile, plus fine et quelque part plus précieuse que l'énergie subtile qu'il y a dans nos aliments ou dans nos relations aussi parfois, parce que c'est des fois assez fort et très très puissant. Donc voilà, se nourrir de subtil aussi pour apporter plus de calme. Plus de subtil.
Oui, c'est vrai que toutes ces recommandations en termes d'hygiène de vie que tu donnes permettent de se sentir mieux en tant qu'individu et donc d'être mieux finalement dans le couple, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Après, moi, j'ai quand même... Ça m'est arrivé plusieurs fois quand même d'avoir des personnes que j'accompagne et qui me disent, bah, écoute, c'est super, j'ai mis des choses en place, je me sens mieux dans mes relations, donc c'est super. En revanche, mon compagnon ou ma compagne, lui, n'est pas prêt à évoluer et du coup, ça crée de la distance entre nous finalement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas? Oui, oui, bien sûr, je l'ai observé beaucoup de fois. Dans ces moments-là, encore une fois, j'ai pas de réponse magique pour régler ça, c'est du cas par cas. Et là, c'est de la connaissance de soi et de la mise en honnêteté dans son couple et de où on en est avec soi-même ou avec le couple. Donc, si on a pris le temps de se construire avant et que le soi-même passe avant tout pour être bien dans le couple, ça va, parce que là, le compagnon ou la compagne comprendra que la personne est dans son chemin et qu'il y aura forcément une petite distance, mais qu'on va pouvoir se retrouver sur d'autres choses parce qu'on a développé d'autres choses. En revanche, quand on a fondé beaucoup de notre identité, beaucoup de notre personnalité, beaucoup de notre environnement social, professionnel, notre endroit d'habitat avec l'autre, et ce qui est très souvent le cas, quand on rentre en décalage, en fait, on met en danger toute cette sécurité-là. Et quand bien même on est sur son chemin spirituel, on est en chemin vers soi, c'est pas suffisant pour se sentir forcément en sécurité de la même manière que celle que nous apporte la sécurité matérielle, financière, etc. Donc là, il y a le travail de mise en honnêteté avec soi et avec l'autre et de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue ou pas? Déjà, est-ce que cette question-là peut être prononcée dans le couple? Est-ce que ça peut être abordé? Ou est-ce que non, d'un coup, c'est la catastrophe? Et là, ça met en lumière beaucoup de choses sur la dépendance qu'il y a derrière aussi. Ça fera peut-être pas plaisir à beaucoup de personnes, mais il y a ce schéma-là et c'est mieux d'en prendre conscience. Je trouve que c'est pas forcément plus reposant, mais par la suite, on y gagne vraiment en qualité de relation et en qualité de vie avec l'autre et en liberté, finalement. Et du coup, cette question de liberté, voilà, si elle n'a pas été soulevée au début de la relation, elle va l'être pendant, parce qu'on va rencontrer forcément des moments dans la vie qui vont nous faire bouger là-dessus. L'envie, la création d'un bébé, ça fait bouger énormément. La mort d'un proche, ça fait bouger énormément. Des évolutions professionnelles ou des échecs aussi professionnels, ça fait bouger à l'intérieur. Donc si on ne s'est pas penché sur la question de sa relation avec soi, on sera nécessairement obligé à un moment donné, pour moi, de se mettre en face à face avec soi-même. Donc là, libre à chacun, en fait, de voir à quel degré, de voir ce que ça implique et de voir où c'est le moins souffrant aussi. Parce qu'on n'est pas là, on est là, ok, pour travailler sur soi, mais on n'est pas là pour souffrir. Donc ça aussi, c'est une nuance qu'il faut bien poser et bien accepter pour soi. Donc voilà, pour les personnes dans ces cas-là, voyez avec votre compagnon, voyez avec vous-même où vous en êtes, surtout, honnêtement, ce que vous êtes prêt à faire, à ne pas faire, où vous voulez aller, ce que vous voulez. Faites déjà ce travail-là. Et après, parlez-en. Et soyez créatifs. N'ayez pas peur d'ouvrir un peu toutes les portes et de voir celle où on se sent mieux, finalement. Voilà. C'est un réel challenge, tu vois, en t'écoutant parler, etc. Être en couple, au final, ça donne pas envie, là. Travail. Moi, je vais aller juste m'occuper de ma petite personne. Et parce qu'en fait, ça paraît tellement complexe. C'est vrai, quand tu mets du coup une somme d'individus avec leurs propres déséquilibres, etc., ensemble, du coup, ça complexifie encore plus la situation, je trouve. Alors, à l'inverse, tu vas me dire, non, mais quelquefois, ça met en lumière et du coup, ça permet d'avancer, d'évoluer. Heureusement, c'est pour ça qu'on est en couple. Mais en fait, il y a vraiment tout un système à construire. En fait, quand on est en couple, c'est jamais acquis.
Comment tu fais pour expliquer aux gens qui viennent te voir que tu sais, les gens qui n'aiment pas l'impermanence, le changement, sans viser le profil en particulier, mais comment leur expliquer que voilà, oui, être en couple, c'est une constante évolution au final, puisque le vivant évolue constamment. Eh ben, il y a plusieurs choses. Déjà, pour en revenir à l'hygiène de vie, en leur donnant des conseils, en leur prodiguant des massages, des choses qui vont apporter quelque chose qui va transformer, soutenir, alléger leur personnalité. Là, pour les Vata qui détestent l'instabilité, qui ont beaucoup de mal avec qui ont beaucoup besoin de stabilité, et parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de mal, ils ont tendance à rechercher le changement, mais ça va être très déséquilibrant pour eux. Pour ces personnes-là, massez-vous beaucoup, mangez des choses lourdes, des choses enracinantes, mais quoi qu'il arrive, mettez-vous en phase avec la vie et avec ce qu'elle est. Et après, allégez-vous aussi du poids de la complexité en développant la vision de la richesse, en fait, de la beauté qu'il y a derrière tout ça. Certes, c'est, comme tu dis, c'est complexe parce que c'est très divers et varié, on est multiples, mais quand on regarde la planète Terre, la nature autour de nous, mais quelle diversité, quel changement tout le temps, c'est juste incroyable en fait. Et cette puissance de la nature, cette puissance des fondamentaux, des éléments, et en fait, on les a à l'intérieur de nous. Donc, c'est accepter cette puissance aussi, que d'accepter aussi d'être en couple ou pas, mais de se rencontrer soi. Et là, j'ai l'impression que c'est le chemin de tous les humains. Encore une fois, je n'ai pas parlé, et c'est impossible avec tous les humains de la Terre, mais j'ai l'impression qu'on se pose tous ces questions à un moment donné, de qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, pourquoi c'est dans ce sens-là, pourquoi cette personne m'attire, pourquoi cette personne me révulse, pourquoi j'ai besoin de faire ça, ou pourquoi à ce moment-là je me déteste, pourquoi je veux disparaître, pourquoi je veux mourir. Bon, si on regarde honnêtement, il y a cette force de la nature qui est en l'œuvre en nous, et cette biochimie à l'intérieur de nous qui est incroyable. Et pour citer un exemple un peu concret, moi qui m'avait beaucoup aidé, là, qui n'a rien à voir avec de l'Ayurveda, qui est de la physiologie, quand j'avais fait une formation là-dessus, quand on regarde au niveau de nos atomes, il y a des atomes qui se passent des électrons, d'autres qui s'envolent, d'autres qui s'en prêtent. On en a des milliards de milliers de millions à l'intérieur de nous, c'est incalculable. Mais tout cela, c'est nous, ça nous constitue. Il n'y a rien à faire, c'est un fait à acter. Et quand on sait qu'à l'intérieur, il y a tout ce collectif qui est en train de bidouiller pour s'arranger, pour avoir un électron en plus, un électron en moins, pour créer de la matière, pour créer tel type de tissu, pour évoluer vers cette digestion, vers ce type de membre, vers ces cheveux-là. Bon, et voilà, on est dans le constat qu'on est diverses et variées. Et que c'est un fait, en fait, à acter. Donc, que l'on soit en couple ou pas, en fait, tant et soit peu qu'on s'intéresse à soi-même, et on y sera quelque part, je trouve, obligé à un moment donné ou à un autre, tant qu'on est en relation avec d'autres ou en miroir avec d'autres, même pas forcément de couple, on va forcément avoir des moments où l'émotionnel va être là et où il va falloir regarder ce qui se passe en soi. Donc, en couple ou pas, en fait, on va se retrouver un jour confronté à cette complexité. Donc, le couple, il ne faut pas que ce soit un bouc émissaire, comme le mari ou la femme l'est des fois avec nos propres souffrances, en disant non, ça me maintient trop le cœur, ou c'est trop compliqué, ou je ne vais pas y arriver. C'est un outil, mais c'est un outil de connaissance de soi, et c'est peut-être pour ça que ça me pousse toujours par là. Et après, là, je lisais le Charaka Samhita et d'autres textes ayurvédiques voilà, d'origine qui parlent en fait de cette notion d'individu qui en fait, s'il se reproduit, crée du karma et recrée de la vie et veut régler des choses qu'il n'a pas comprises, avec lesquelles il ne s'est pas pacifié, et que c'est un cycle infini en fait qu'on retrouve depuis déjà plus de 8000 ans dans les textes, et qui est toujours là aujourd'hui. Donc il n'y a pas à dire, quoi. C'est qu'il y a bien une raison, c'est toujours très d'actualité et qu'on arrive à puiser dedans. Donc ça fait partie de nos fondamentaux d'être humain.
à l'intérieur, en fait, d'état d'être. Donc là, il y a le grand chemin d'acceptation, de simplicité à retrouver, de calme à retrouver. Et voilà, ainsi est la vie. Un long chemin de découverte de soi. Et oui. Très bien, on arrive à la fin de cet épisode, Frédérique, déjà. Waouh, ça passe vite. On a quelques petites questions rituelles pour toi. Tu es prête ? Oui. La première question, c'est justement, quel est ton rituel préféré en ce moment ? Moi, depuis toujours, c'est le gratte-langue, hein. Vraiment. C'est quelque chose que je trouve génial. On se sent bien assaini dans la bouche et qui est super facile à mettre en place. Autant les pranayama, autant des fois l'alimentation, autant la balade en nature. Avec les clients, je vois, c'est même pas très évident à mettre en place, mais le gratte-langue, c'est hyper facile pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous confier tes projets à venir dans les semaines ou dans les mois à venir, si tu as des projets ? Oui, donc là, moi, je vais partir, je vais commencer une formation longue auprès de Vincent Maréchal à Paris, qui fait des cures ayurvédiques. J'ai eu un gros coup de bol là dans ma vie. Je cherchais à aller en Inde faire le diplôme de médecin ayurvédique. J'étais décidée, je me suis dit, bon, c'est pas facile de trouver où aller, comment faire, il y a beaucoup de tri à faire. Donc, je vais appeler les personnes référentes de l'Ayurveda aujourd'hui en France qui ont appris là-bas et où est-ce qu'elles sont allées. Et puis j'ai eu la chance, quand j'ai eu Vincent au téléphone, il m'a dit moi j'ai un apprenti depuis 8 ans, il s'en va, si tu veux, sinon je peux aussi t'apprendre. Donc waouh, 1000 fois oui. Donc voilà, là c'est l'idée pour au moins 5 ans minimum à partir de septembre, pour une durée de 15 jours à 3 semaines tous les mois. Devenir son apprenti et son assistante pour apprendre à faire les cures en Ayurveda, qui est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur, que j'ai envie de développer, comprendre et avoir aussi un retour d'expérience, parce que des personnes qui ont beaucoup vu de clients, qui ont beaucoup vu de cas, qui sont vraiment dans quelque chose d'assez puissant de nettoyage, de suivi sur plusieurs jours, il n'y en a pas tant que ça finalement en France. Et moi j'aimerais bien devenir quelqu'un qui puisse aider les personnes là-dessus, qui puisse recevoir les gens pendant des longs moments pour se nettoyer, pour se réapaiser, pour se reconnecter. Donc voilà, ça c'est mon gros projet en vision pour les 5 ans qui viennent minimum. Ok. Mais on te souhaite plein de belles choses avec ça. Merci. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier, ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier ? Là, aujourd'hui, j'ai envie de remercier mon compagnon, parce que forcément, c'est des fois très dur, des fois très beau. Donc, merci à lui d'être qui il est et de m'accompagner sur ce chemin. Et voilà, après, d'une manière plus générale, je dirais vous, la vie, les gens, un peu tout le monde. Finalement, toute cette diversité humaine que des fois on déteste et que des fois juste on aime énormément parce qu'elle permet tellement de choses. Donc voilà, merci. Merci beaucoup à toi, Frédérique. On te souhaite bon courage pour cet apprentissage que tu vas suivre très prochainement. Et puis, à très bientôt. Merci pour tout. À bientôt. Merci pour tout. À très bientôt, Frédérique. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, venez nous le dire avec une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur nos comptes Instagram et Facebook, Podcast Ayurveda. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les packs du Sommet de l'Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF qui sont disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.